Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Pour ce hors-série, nous allons parler de la nuit des longs couteaux. Avant de commencer, je vais vous donner une astuce pour trouver un livre intéressant sur Hitler ou le nazisme en général. Quand je dois prendre un livre qui parle d'Hitler ou du nazisme, avant d'acheter le livre ou de prendre le livre, je vais voir deux événements. Le premier, c'est le putsch des brasseries de 1923. Si je vois que dans le livre c'est écrit « Le pauvre Ludendorff a suivi le putsch sans savoir ce qu'il faisait, il était à la ramasse et c'était Hitler le chef », déjà ce n'est pas bon, parce que le premier instigateur de ce putsch des brasseries, c'est bien Ludendorff. Donc là nous voyons si l'historien a vraiment fait des recherches ou si il a suivi l'idée générale. Et le deuxième événement que je vais voir, c'est la nuit des longs couteaux. Si c'est écrit « Le pauvre Rome, il a été trahi par Hitler parce qu'il était homosexuel, etc. » Là encore, je ne prends pas le livre parce que l'historien n'a pas fait de recherche sérieuse et il a juste suivi l'idée générale. Donc cela fonctionne aussi pour les documentaires ou bien pour certains films historiques. Pour commencer cette nuit des longs couteaux, je vais faire un résumé de ce qui se passe un peu avant, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ne regardent que les hors-séries et ne regardent pas la chronologie d'Hitler. Et pour comprendre l'événement de la nuit des longs couteaux, il faut comprendre les événements qui se passent avant cela. L'ASA, la Sturmabteilung, est une force créée par le NSDAP qui est à l'origine pour défendre les salles où ont lieu les meetings et les personnes qui parlent. Et par la suite, l'ASA s'est développée et c'est devenu une véritable armée. Pour cela, je vous invite à regarder le hors-série fait sur la Sturmabteilung. Cette force, comme dit, est devenue une armée et en cette période de 1934, au moment de la nuit des longs couteaux, ils sont à peu près 2,5 millions à 3 millions. Certains historiens disent même qu'ils sont déjà plus de 3 millions à ce moment-là. CSA, lorsque Hitler n'était pas encore chancelier et qu'il participait aux élections, mettait la pression sur le gouvernement. Donc même si le pays aurait pu être calme, les SA menaient des actions violentes et saccageaient des commerces, etc. En sachant que, à cette époque, chaque groupe politique possède sa petite armée. Donc il y a de violents affrontements entre les partis politiques. Et quand je dis violent, c'est vraiment violent. Dans ces affrontements, il y avait souvent des blessés graves et des morts. Et même de temps en temps, des grenades étaient lâchées en plein combat. Une fois que Hitler arrive au pouvoir, l'ASA se lâche complètement parce que la victoire d'Hitler, c'est aussi leur victoire. Les SA, les plus ambitieux, menacent des personnes haut placées, comme des maires par exemple, et prennent leur place. D'autres SA kidnappent des gens, les torturent, il y a des constructions de prisons officieuses qui ne sont pas déclarées et que l'État allemand n'accepte pas. Il y a des viols, etc. Donc là, les SA sont complètement en roue libre. Le gouvernement allemand, donc sous l'autorité de Hitler en tant que chancelier, arrive à calmer les SA. Il faut dire aussi que, par exemple, pour l'État de Prusse, Göring, qui est ministre de l'Intérieur et ministre-président de Prusse, donne l'ordre aux policiers de tirer sur les SA au besoin. Mais Ernst Röhm, qui est le chef de l'ASA et qui pourrait normalement les calmer, les laisse faire parce que Ernst Röhm voudrait devenir ministre de la guerre. Donc ministre de la guerre, c'est le ministre de la Défense. Et il voudrait épurer les officiers de l'armée. Son but, c'est d'enlever tous les officiers
de l'armée et de les remplacer par des SA ou des officiers sympathisants nazis. Ce qui ne plaît pas à l'armée ni au président Hindenburg et donc par conséquent ne plaît pas non plus à Hitler. De plus, à l'origine, quand le NSDAP a pris le pouvoir et qu'Hitler est devenu chancelier, il y avait une possibilité de remettre l'empereur sur son trône. Mais là encore, Hitler a changé d'avis, ce qui ne plaira pas à Ernst Röhm parce qu'il voulait remettre l'empereur sur son trône. Donc, Ernst Röhm laisse la SA faire du grabuge pour mettre la pression au gouvernement. Personnellement, le gouvernement ne bouge pas trop parce que les SA violentent principalement des Allemands, mais quand les SA commencent à violenter des étrangers, là ça pose problème parce que l'étranger va se plaindre à son ambassade et l'ambassade va se plaindre directement au président Hindenburg. Et quand je dis des étrangers, même des personnes travaillant dans les ambassades peuvent être tapées par des SA. Quand je dis taper, ce n'est pas juste quelques coups gentils, c'est vraiment du lynchage. Les SA, quand ils tapent, ils ne font pas semblant. Toutes les informations remontent à Hindenburg et Hindenburg prévient Hitler plusieurs fois en disant que s'il ne sait pas tenir ça et ça, il va s'en occuper lui-même. Hitler prévient Ernst Röhm de calmer la SA, mais elle ne se calme pas. Pendant le mois de juin, les quelques jours avant la nuit des longs couteaux, un diplomate portugais, un consul, se fait attaquer par des SA et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Hitler sait très bien que Hindenburg va recevoir l'information et qu'il va vouloir intervenir avec l'armée, ce qui provoquera une guerre civile et la destitution de Hitler en tant que chancelier et la fin du parti nazi au pouvoir. Et Hitler décide d'agir. De plus, il apprend que les milliers de SA font du grabuge dans Munich, certainement parce que ils ont reçu l'information comme quoi Hitler allait voir les grands dirigeants des SA, donc encore pour lui mettre la pression, ils font du grabuge. Mais là, Hitler est bien décidé à agir et d'arrêter les SA. Donc voilà pour le résumé des événements qui se passent avant la fameuse nuit des longs couteaux. Pour commencer, d'où vient le terme la nuit des longs couteaux ? Cela fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de personnes se demandent d'où vient ce terme, et beaucoup de gens s'imaginent que le terme la nuit des longs couteaux vient de Hitler lui-même. Alors, la nuit des longs couteaux, pour Hitler, l'opération c'est l'opération Colibri, rien de bien violent, et les Allemands nomment l'événement de la nuit des longs couteaux le putsch de Rome, tout simplement. Et le terme la nuit des longs couteaux vient des SA eux-mêmes. Les SA employaient le terme « nous allons aiguiser nos longs couteaux » pour parler de leur deuxième révolution. Leur but, c'est de renverser le pouvoir en place qui ne correspond pas à leurs attentes. Et le terme « nous allons aiguiser nos longs couteaux » vient d'une pièce de théâtre ou d'un opéra. Malheureusement, je n'ai plus le nom, mais dès que je le retrouve dans mes fiches, je le mettrai en barre d'infos. Donc dans ce théâtre ou cette pièce d'opéra, les acteurs disent qu'ils vont aiguiser leurs couteaux et les ranger dans leurs étuis pour se rendre à un certain endroit pour des négociations. Il semblerait que ce soit des négociations politiques. Donc en gros, ils aiguisent leurs couteaux et les rangent dans l'étui. Donc cela veut dire qu'ils ne vont pas pour se taper, ils vont d'abord négocier et si les négociations n'aboutissent pas, là ils sortiront leurs couteaux pour en gros s'expliquer. Et les SA reprendront ces termes à toutes les sauces. Entre eux, ils diront « nous allons aiguiser nos couteaux sur les trottoirs, nous allons aiguiser nos longs couteaux, nous allons aiguiser nos longs couteaux sur les trottoirs forcément, etc. » Et justement, ils ont repris ce terme « nous allons aiguiser nos longs couteaux » pour parler de leur deuxième révolution. La première révolution étant la prise de pouvoir d'Hitler, et là la deuxième révolution est de prendre la place d'Hitler. Entre guillemets, nous y reviendrons.
Et donc c'est ce terme-là qui a été repris par la suite pour désigner cet événement, et il semblerait que ce soit les Anglais qui ont rajouté le terme la nuit en enlevant aiguisé, et cela a donné la nuit des longs couteaux. Donc juste un terme comme ça, parce que l'essentiel de cet événement se passe la journée, et la plupart des protagonistes sont fusillés. Donc rien à voir avec la nuit et les couteaux. Alors, cet événement commence le 30 juin à 2h du matin. Hitler, qui est en déplacement, a annulé son déplacement et il embarque dans un Junker 52 à destination de Munich. Il est accompagné par Lutz, chef SA qui remplacera Röhm et qui balance tout sur Röhm. En fait, dès que Röhm dit quelque chose, Lutz le répète à Hitler. Il y a Goebbels, que nous ne présentons plus, Bruckner et Schaub, qui font office d'aide de camp et de garde du corps d'Hitler, et Otto Dietrich, qui est attaché de presse d'Hitler. Pendant que Hitler s'envole avec son avion, les SS commencent à prendre la route un peu partout en Allemagne pour soutenir Hitler dans son action, et comme vu dans la chronologie d'Hitler, les armes et les véhicules ont été fournis aux SS par l'armée. L'armée, la Reichswehr, a reçu l'ordre de rester dans les casernes et de ne pas interférer dans l'action de la police et de la SS. Ils pourront éventuellement intervenir sur ordre au cas où les SA prendraient le dessus sur les SS et les policiers. En effet, cette action n'est pas exclusivement SS, mais des policiers participent également à l'arrestation des SA. En Prusse, les policiers mettent des barrages sur les routes, essentiellement à Berlin, pour empêcher tout déplacement de SA. Les SS ayant reçu les pleins pouvoirs par Göring pour arrêter les SA. Ils seront quand même accompagnés, pour certains groupes, par des policiers. Dans les autres régions d'Allemagne, ce n'est pas les SS qui arrêtent les SA, mais les policiers. Et les policiers sont accompagnés par des SS. Les SS sont plus là pour aider qu'autre chose. Les SS n'étant pas habilités à arrêter des personnes en Allemagne. Donc, pour toute l'Allemagne, c'est la police qui arrête et les SS qui aident. Et pour la région de Prusse, c'est plus les SS qui arrêtent et la police qui les aide. À 4h du matin, le Junker 52 d'Hitler se pose à proximité de Munich. Les témoins sur place diront que le ciel est gris, qu'il y a de la pluie et du vent. Hitler est en tenue de SA avec son long manteau noir par-dessus et il est très pâle. Ses premiers mots à la descente de l'avion sont « C'est le jour le plus sombre de ma vie, mais je vais aller à Bad Wissee et sévir durement. » Bad Wissee, c'est l'endroit où il y a Ernst Röhm. Hitler est sur le Tarmac et il fait les 100 pas en parlant avec le Gauleiter Wagner, qui est également ministre de l'Intérieur de Bavière. À la fin de leur discussion, Hitler s'assoit dans le véhicule de Wagner et les témoins l'entendront hurler « Je vais régler son compte à ce port » en parlant de Ernst Röhm. Et les historiens pensent que c'est lors de cette conversation avec Wagner qu'Hitler apprend que la France a proposé 12 millions de Reichsmark à Röhm pour se débarrasser d'Hitler. D'où l'énervement de Hitler. Les véhicules prennent la route pour Munich avec pour destination le ministère de l'Intérieur de Bavière. Une fois arrivé à destination, Hitler pénètre dans le bâtiment en compagnie de Wagner et de sa petite escorte et s'en prend à 2 chefs SA sur place. Hitler les bouscule et leur arrache leur insigne et il hurle « Vous êtes en état d'arrestation et vous serez fusillés ». Pour information, les 2 chefs SA sont l'Obergruppenführer August Schneidhuber, qui est chef de la police de Munich, et le Gruppenführer Wilhelm Schmid, qui est responsable de la presse au ministère de l'Intérieur bavarois. Hitler attend Sepp Dietrich, chef de la Leibstandart, qui doit arriver avec des SS en renfort, mais au vu de l'état des routes
et du mauvais état des véhicules fournis par l'armée, Sepp Dietrich tarde à arriver. Hitler, ne pouvant attendre plus longtemps, prend l'initiative de prendre la route vers Baldwisse avec une escorte de 9 SS et ses compagnons arrivés avec lui en avion. Pour information, je ferai dans un avenir assez lointain un hors-série sur la SS, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la SS, donc je le ferai certainement après la chronologie d'Hitler. Et dans ce hors-série sur la SS, je parlerai de la vraie protection des vrais gardes du corps de Hitler. Et vous verrez qu'ils ne sont pas nombreux et que Hitler aurait pu se faire tuer à n'importe quel moment par un homme ou un commando motivé. Parce que Hitler néglige vraiment sa sécurité, à l'inverse de ce que l'on peut voir dans certains films par exemple. Revenons à notre journée. La quinzaine d'hommes répartis dans 3 véhicules prennent la route pour Baldwisse et ils arrivent à Baldwisse vers 6h30. Les témoins de l'époque disent 6h30, mais les historiens disent que vu l'état des routes et des véhicules, c'est plutôt 7h, 7h30. Une fois sur place, les témoins constatent qu'il n'y a aucun garde SA. Certains disent que des agents de la Gestapo ou des policiers surveillaient les lieux depuis la veille et qu'ils ont neutralisé les gardes SA avant l'arrivée d'Hitler. Là aussi, il y a une divergence entre la présence de gardes SA ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des policiers sur place pour soutenir l'action d'Hitler, parce que comme dit, ce n'est pas la Prusse, donc Hitler n'a pas habilité à arrêter des gens, donc il faut forcément des policiers avec lui. Donc il y a bien des policiers sur place, il y a de grandes chances qu'il n'y avait pas de garde SA. Encore une fois, les témoins sur place se sont dit qu'il devait y avoir des gardes et qu'ils ont été neutralisés, mais à cette époque, Ernst Röhm est puissant, il a quasiment 3 millions d'hommes sous ses ordres. Personne ne serait assez fou pour s'attaquer à Ernst Röhm dans l'endroit où il dort et où il y a des SA. Hitler est le premier à rentrer dans le hall du bâtiment. Il est accompagné de ses hommes qui, eux, investissent les étages. Le bâtiment est quasiment vide. Beaucoup de personnes disent que le bâtiment était rempli d'hommes parce que dans la nuit, il y avait eu une orgie homosexuelle, ce qui n'est pas vrai. L'orgie en question n'avait pas encore eu lieu, mais elle était prévue pour le soir du 30 juin ou le soir du 1er juillet. La personne qui organisait ce genre d'événement n'était pas encore arrivée à Baldwisse au matin du 30 juin. Donc le bâtiment étant quasiment vide, la petite troupe peut facilement arrêter les SA encore endormis. Hitler, accompagné par un policier en civil, frappe à la porte 07, qui est la chambre de Röhm. Röhm, encore à moitié endormi, demande qui est là. Hitler répond « C'est moi, Hitler, ouvre vite ». Et Röhm, encore au lit, répond « Déjà, je t'attendais à midi ». Pour information, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans le résumé du début, mais Hitler donna rendez-vous pour une réunion à Röhm et aux dirigeants SA pour les alentours de midi. C'est pour cela que Röhm lui donne cette réponse, parce qu'ils attendaient Hitler pour midi. Röhm ouvre la porte et Hitler rentre précipitamment dans la chambre, pistolet au poing, et dit « Ernst, tu es en état d'arrestation ». Avant même que Röhm ouvre la bouche, encore à moitié endormi, et ne réalisant pas ce qui se passe, Hitler sort de la chambre et tambourine à la porte de la chambre d'en face. Pour information, Röhm était accompagné de son amant lorsque Hitler rentre dans la chambre. Donc Hitler tambourine à la porte d'en face, qui est occupée par le Gruppenführer Hein et son chauffeur, qui est également son amant. Une personne qui accompagne Hitler, certainement le policier, demande à Hein de s'habiller. Hein refuse de s'habiller et Hitler lui dit « Tu t'habilles ou tu seras abattu sur place ». L'opération dure une vingtaine de minutes et les personnes arrêtées sont mises au fur et à mesure dans la buanderie du sous-sol de l'hôtel.
Certains témoins disent que pendant l'opération, Röhm boit un café dans le hall du bâtiment. Avant que les arrestations finissent, un camion avec 40 SA armés arrive et se gare devant la pension. Hitler leur donne l'ordre de faire demi-tour et de rentrer à Munich, et les SA s'exécutent. Une fois l'opération terminée et tout le monde arrêté, Röhm est conduit dans une des voitures et les autres personnes sont conduites dans un bus réquisitionné. Pour information, les personnes arrêtées dans cet hôtel ce jour-là sont Hein et son chauffeur, Bergmann de l'ASS, donc oui, il n'y avait pas que des SA, le docteur Emil Ketterer, responsable des services médicaux de l'ASA et médecin personnel de Röhm et qui suit Röhm qui souffre de violences névralgiques. Ulle Julius, chef de la garde personnelle de Röhm et qui d'après les informations obtenues par les écoutes téléphoniques doit abattre Hitler s'il le faut. 2 aides de camp, 2 secrétaires, quelques SA, un peu moins de 10, 4 jeunes gigolos. Röhm, bien évidemment, son amant, le comte Spreti. Je ne l'ai pas précisé, mais pour le comte Spreti, il y a divergence. Certains témoins de l'époque nous disent que le comte Spreti n'était pas abadouissé et qu'il s'est fait arrêter à Munich. Et également que c'est le comte Spreti qui organisait les orgies homosexuelles et comme il n'y avait pas eu cette fameuse orgie à Badouissé, cela peut confirmer cette histoire comme quoi le comte Spreti n'était pas à Badouissé. Mais la majorité des historiens spécialisés dans la nuit des longs couteaux nous disent que le comte Spreti était bien à Badouissé avec Ernst Röhm. C'est pour cela que dans ma narration, j'ai mis le comte Spreti à Badouissé avec Ernst Röhm. Au moment du départ, Hitler donne l'ordre de rentrer à Munich par la rive sud du Tegernsee. Parce que Hitler pense que les 40 SA arrivés en camion les attendent sur la route pour tendre une embuscade. Hitler a raison, la quarantaine de SA les attendent bien sur la route pour libérer leurs camarades. Mais cela ne se déroulera jamais parce que le convoi des prisonniers ne passera jamais sur cette route. Lors de leur avancée sur la route, le convoi rencontre quelques véhicules d'officiers SA en route pour l'hôtel pour la fameuse réunion de midi. Et Hitler les invite à suivre le convoi jusqu'à Munich et les officiers SA, ne sachant pas ce qui se passe, suivent le convoi jusqu'à Munich. À 9h30, le convoi arrive à Munich, à la Maison Brune. La Maison Brune est déjà occupée par des SS, où des officiers SA ont déjà été arrêtés. Une fois arrivé à la Maison Brune, Hitler donne l'ordre à Goebbels de téléphoner à Göring et de lui donner le nom de code Colibri. D'autres disent que c'est Hitler qui a téléphoné lui-même à Göring. Donc, opération Colibri, c'est le message que Göring attend pour pouvoir lancer des actions un peu partout en Allemagne et plus particulièrement en Prusse. Pendant ce temps, à la gare de Munich, les SS sous les ordres d'Emil Maurice arrêtent les officiers SA à leur descente du train. Donc les SA arrivaient en train pour justement participer à la fameuse réunion des officiers SA avec Hitler. Emil Maurice dit que l'opération se déroule dans le calme. Quand il disait aux SA de les suivre, les SA les suivaient gentiment. Pour information, Sepp Dietrich et ses SS, qui devaient arriver en renfort, arriveront vers 11h30. Certains diront que Dietrich et ses SS sont arrivés à Badouissé et en voyant que Röhm n'était plus là, ils sont partis pour Munich. Et d'autres disent qu'il est arrivé directement à Munich. Sur Berlin, Göring est accompagné par Himmler,
qui est à ce moment-là chef de la SS et chef de la Gestapo, et du général von Reichenau, second du ministre de la guerre von Blumberg. Göring donne le feu vert aux SS qui patientaient de rentrer dans Berlin. Comme dit, ils sont véhiculés et armés par l'armée et ils sont escortés par des motocyclistes de la police. L'ordre des SS est de cerner le quartier général de la SA à Berlin et les policiers installent des barrages sur les routes et les ponts. Les civils allemands ne s'inquiètent pas, ils vivent leur vie, il y a juste quelques attroupements de curieux à certains endroits. Göring téléphone au vice-chancelier Franz von Papen, à la vice-chancellerie, et lui demande de venir dans son ministère. Franz von Papen dira qu'en arrivant, il était stupéfait parce que le ministère de Göring était transformé en forteresse et qu'il y avait des SS armés de mitraillettes dans tout le secteur. Franz von Papen dit que Göring est dans son bureau avec Himmler et Göring lui dit qu'Hitler était parti sur Munich pour mater une révolte dirigée par Röhm, tandis que lui-même a reçu les pleins pouvoirs pour faire face à l'insurrection dans la capitale. Franz von Papen proteste et fait remarquer qu'en absence de chancelier, les pleins pouvoirs lui reviennent en tant que vice-chancelier. Göring lui répond qu'il n'en est pas question. Von Papen dit que dans ces conditions, il faut informer le président Hindenburg, déclarer l'état d'urgence et faire intervenir l'armée pour qu'elle rétablisse l'ordre. Göring refuse et lui dit qu'il est inutile de déranger le président puisqu'il contrôle parfaitement la situation avec la SS. Et Göring rajoute que von Papen doit rentrer chez lui pour sa propre sécurité. Et von Papen dira que Göring l'a quasiment mis à la porte. Pour information, le président Hindenburg est parfaitement au courant de ce qui se passe dans le pays. Von Papen, au lieu de rentrer chez lui, il décide de rentrer à la vice-chancellerie. En arrivant, il constate que la vice-chancellerie est occupée par les SS et qu'un SS armé posté à l'entrée l'empêche de rentrer. Pendant que von Papen était avec Göring, tout le personnel de la vice-chancellerie s'est fait arrêter. Le chef du service de presse, Herbert von Bose, a été abattu sur place, ainsi qu'un secrétaire. Von Papen dira qu'il y avait beaucoup de tensions parce que les SS d'Himmler ont failli se tirer dessus avec les hommes de la police secrète de Göring. Von Papen dira « C'était une bonne indication de la confusion qui régnait. Il y avait manifestement deux groupes à l'œuvre, l'un commandé par Göring, l'autre par Himmler. » Par la suite, von Papen rentra chez lui et d'après ce qu'il a appris plus tard, des SS d'Himmler venaient pour l'assassiner. Mais des hommes de Göring sont intervenus pour les en empêcher. Alors personnellement, je pense que cette histoire est un peu tirée par les cheveux. Von Papen a dû croire cela, mais cela ne doit pas être vrai. Himmler, à cette époque, agit que sur ordre. Il ne va pas faire d'écart, il est vraiment dans l'esprit soldat et il ne veut pas faire de vagues. Pour tout ce qu'il fait, c'est qu'il en a reçu l'ordre. Göring a un peu plus les mains libres et il fait un peu ce qu'il veut. Et même Göring n'aurait jamais donné l'ordre de faire tuer le vice-chancelier. Surtout qu'il n'avait aucun lien avec la révolte SA, il détestait les SA. Certes, il complotait dans le dos de Hitler pour des intérêts politiques, mais il ne faisait pas partie du complot. Donc, comment Göring aurait pu expliquer ça à Hindenburg, que le vice-chancelier est mort pour rien? Là, après un tel acte, des têtes seraient tombées. Pour en revenir à Göring, lors de ses interventions, Göring quitte son bureau pour intervenir dans certaines arrestations. Et Göring lui-même dira qu'il a interrogé un capitaine SA. « Avez-vous des armes ?»
Mais non, Herr Commissaire-chef, m'a répondu ce saligaud. Aucune, sauf ce pistolet, pour lequel vous m'avez donné une autorisation. J'ai alors trouvé dans la cave un arsenal plus important que tout l'armement des forces de police prussiennes. Je vous le dis, il y aurait pu faire un sacré feu d'artifice. Mais dans un tel cas, il n'y avait qu'une chose à faire, exécuter. Par la suite, Göring retourne dans son bâtiment pour faire office de juge avec Himmler et le général von Reichenau. Hans Bern Gisevius, un témoin de l'époque, donc ce monsieur travaille pour la Gestapo et par la suite il sera espion pour les Alliés. Il se trouve à ce moment-là au ministère de l'Intérieur et il dira « Et voici qu'arrivent en masse les radiotélégrammes de la police. Tous les grands chefs des SA ont été arrêtés. Certains sont encore dans la nature. Les traîtres ont dû être extraordinairement nombreux. Mais combien sont-ils au juste? Qui sont les chasseurs? Qui sont les chassés? Nous décidons de nous informer quelque peu. Je propose donc d'aller au palais de Göring, où j'espère rencontrer Neb. Neb, qui est le chef de la police criminelle. Pour qu'il me dise qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il vaut mieux être là-bas plutôt qu'à mon bureau ou chez moi, escomptant que c'est dans la gueule du loup, c'est-à-dire au palais de Göring, que j'ai le moins de chances d'être recherché. Pour information, nous pouvons voir que lui-même doute, il ne sait pas ce qu'il se passe, et il faut vous dire que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. Beaucoup de personnes se demandent s'ils seront arrêtés ou non, et par exemple, nous avons Puzzi, qui est à ce moment-là aux États-Unis, et qui, quand il reviendra en Allemagne, ne le dira à personne, prendra sa voiture et foncera pour retrouver Hitler. Parce que Puzzi aussi se dit que c'est peut-être l'occasion, pour un dignitaire nazi, de le faire tuer. Et comme dit dans la chronologie d'Hitler, tous les dirigeants du NSDAP se tirent dans les pattes. Donc s'il y a moyen de régler ses comptes par une bavure ou une erreur, pourquoi pas? Je reviens à l'histoire de Gisevius, qui, ayant peur pour sa personne, décide de ne plus lâcher Dalueg, qui est un haut responsable SS et qui est plus proche de Göring que de Himmler. Nous faisons ensemble les 200-300 mètres qui séparent le ministère sans rien voir de particulier. Les gens circulent très paisiblement. Tout au plus, remarquons-nous que les uniformes SA ont disparu de la circulation. C'est en approchant du palais de Göring que de graves événements s'annoncent. On y voit de très nombreux hommes de la Landpolizei et des attroupements. Nous franchissons le petit passage qui donne accès au palais de Göring. Ce bâtiment n'est pas visible de l'extérieur grâce au ciel, car à peine avons-nous franchi le tournant que de tous les toits, de tous les balcons, de toutes les embrasures, des mitraillettes sont braquées sur nous. La cour grouille de policiers. Lorsque nous traversons les différents barrages, une angoisse soudaine me prend. Je respire une atmosphère de haine, de nervosité, de tension, de guerre civile et surtout de sang. Sur tous les visages des sentinelles, on lit qu'il se passe quelque chose de terrifiant. Des aides de camp vont et viennent nerveusement, des messagers avec des gros dossiers classés secrets courent avec des airs importants. Les gens qui attendent avec un air anxieux s'interrogent les uns les autres. Pas un mot plus fort que l'autre, on se chuchote à l'oreille. Par bonheur, je découvre tout de suite Neb, qui feint l'indifférence. Dans un pareil moment, et avec un tel entourage, il ne faut surtout pas paraître ému, et encore moins horrifié. À 2 pas de nous, un Gruppenführer SA est effondré sur une chaise, tremblant du menton et claquant des dents. Neb m'explique qu'il a dû l'arrêter il y a quelques instants. Le malheureux a été convoqué par téléphone et à peine arrivé, Göring l'a reçu en le traitant de cochon d'homosexuel et lui a annoncé qu'il serait fusillé sans délai. Comme dit, tous les SA ne sont pas arrêtés dans la violence et même certains viennent parce qu'ils ont reçu une convocation. Un peu plus loin, l'Oberführer SA cache
arrêté dans la rue et amené ici par précaution. Il a tout l'air de compter les secondes qui lui restent encore à vivre. Neb me fait savoir que les choses empirent depuis ce matin. À Lichterfield, on fusille sans arrêt. Il me murmure une grande quantité de noms que je n'ai jamais entendus. Je ne retiens le nom que de 4 SA, dont 2 sont préfets de police, ainsi que l'avocat de Stresseur, Maître Voss. Nous sommes tout près du cabinet de Göring, où le comité exécutif délibère. À tout instant, des messagers de la Gestapo apportent des petites fiches blanches. Par l'entrebâillement de la porte, on aperçoit Göring, Himmler, Heydrich et le petit Pili Corner. L'entretien a l'air des plus animés. Par moments, on perçoit un mot comme « oust » ou « fusillé » ou simplement un rire brutal. Il semble être de fort bonne humeur. Le général Erhard Milk, sous-secrétaire d'État au ministère de l'Air, pour information, ce général est juif et pour pouvoir rester à son poste de général, il va devoir demander à sa mère de remplir une attestation sur l'honneur comme quoi elle a couché avec un arien et que ce monsieur est demi-juif. Comme dit déjà dans des vidéos précédentes, les demi-juifs sont acceptés en Allemagne pour certains postes, comme l'armée par exemple, alors que un juif 100%, lui, serait rejeté de l'armée. Donc ce général dira « Himmler lisait lentement une liste de noms. Pour chacun, Göring et von Reichenau faisaient oui ou non de la tête. Si tous étaient d'accord, Himmler dictait le nom à Corner en ajoutant sèchement « confirmation ». De temps en temps, Corner sortait avec la liste des noms qui s'allongeaient à vue d'œil. Corner l'a donnée à des hommes qui communiquaient les noms et les instructions par téléphone. D'autres témoins disent avoir entendu Göring hurler au major de police Jacobi « Tirez dans le tas, prenez toute une compagnie avec vous, tirez dedans, tirez immédiatement, vous n'avez qu'à tirer, tirer. » Cet ordre que Göring hurle, c'est pour l'arrestation de Gregor Stresseur. Le personnel de l'entreprise de Gregor Stresseur empêche la SS et la police d'approcher de Stresseur. Et Stresseur profite pour prendre la fuite. Donc le tiré de Göring, c'est pour les employés, en sachant que le lieutenant SS Paul Schulz, ami de Stresseur, essayera de défendre Stresseur et il recevra 6 balles dans le ventre et il survivra à ses blessures. Stresseur sera par la suite arrêté chez lui. Également, un hors-série est fait sur ce personnage. Par la suite, Göring reçoit le prince héritier August Wilhelm, dit Owie, qui est dans la SA, et Owie est malgré lui dans le putsch des SA. Il n'y a aucune preuve comme quoi il était au courant d'un futur putsch, mais il faisait partie de la réorganisation gouvernementale de la SA en tant que prince régent. Comme déjà dit, Rome voulait remettre un empereur à la tête du pays. Göring pose des questions sur les conversations téléphoniques du prince et le prince répond tout simplement. Göring dit au prince « Heureusement que vous m'avez dit la vérité ». Et Göring profite pour dire « Je ne t'ai jamais dit que tu avais la tête la plus stupide du monde, fous le camp et ferme-la ». Et le prince pourra sortir librement du bâtiment. Dans tous les cas, même si le prince aurait été du complot, il aurait été intouchable. Personne ne peut toucher à un membre de la famille royale sans s'attirer de gros ennuis, et Göring le sait très bien. Dans l'après-midi, Göring se déplace au ministère de la propagande, où des journalistes l'attendent. Göring les a invités pour faire une déclaration à la presse des événements qui se déroulent dans le pays. Gisevius, qui est présent lors de la déclaration de presse de Göring, dira « Göring arrive. Il est en grand uniforme. Il ne marche pas, il parade.
et monte majestueusement à la tribune. Après une longue pause d'un grand effet, il se penche en avant et appuie la main sur son menton. Il parle sur un ton lugubre, d'une voix sourde, comme un professionnel des oraisons funèbres. La déclaration est peu confuse. Putsch de Rome. Dépravation homosexuelle. Trouble dans le pays. Réaction. Haute trahison. Deuxième révolution. Châtiment sévère. Clémence du Führer. Schleicher conspirait avec une puissance étrangère au moment de son arrestation. Schleicher a tenté une attaque éclair. Malheureusement, ce geste lui a coûté la vie. Et Göring précise que Röhm ne fait plus partie des vivants. Alors pour information, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne s'en rappellent plus, Schleicher était chancelier avant Hitler et quand il a quitté son poste, il pensait prendre le poste par la force. Et ce monsieur est un général de l'armée. Il est possible qu'il faisait vraiment partie du complot parce que dans l'organigramme SA, pour la prise du pouvoir, Schleicher était chancelier. Et le fait qu'il ait conspiré avec des puissances étrangères est possible parce que le vice-chancelier autrichien, le prince Ernst Rüdiger Starhemberg, qui était un opposant nazi, faisait partie du complot pour justement renverser Hitler. Et de plus, il est possible que la France soit bien derrière le putsch de Rome, peut-être pas directement avec Rome, parce que Rome n'aimait pas les Français, mais en passant par d'autres voies, il est possible que la France aurait pu fournir des armes lourdes à l'ASA. Pourquoi la France aurait fait cela ? Parce que la France veut intervenir contre l'Allemagne parce qu'il y a violation du traité de Versailles. Mais les autres pays ne veulent pas suivre la France dans cette voie-là et la France essaye d'arrêter l'Allemagne administrativement. Donc la France a les pieds et mains liés pour l'intervention en Allemagne. Par contre, il y a une chose que la France peut faire. Cela a été mis en place par Raymond Poincaré, qui a été président pendant la Première Guerre mondiale et qui par la suite est devenu ministre. Il avait déclaré que si l'Allemagne devenait une dictature militaire, la France interviendrait immédiatement en envahissant l'Allemagne. Et cela avec ou non l'accord des autres pays. Tout le monde s'était mis d'accord que dans ces conditions, la France pourrait intervenir. Donc si les SA prennent le pouvoir, il y aura certainement une guerre civile et l'Allemagne deviendrait une dictature militaire pour justement lutter contre cette guerre civile. Et là, la France pourrait intervenir sans que personne ne lui dise rien. Donc, il n'y a pas vraiment de preuves là-dessous. Il faudrait chercher dans les archives secrètes du ministère français, si elles sont encore là, pour avoir des réponses à ces questions. En sachant que la France avait financé le NSDAP à ses débuts, en pensant que le NSDAP de l'époque était séparatiste et qu'il voulait une Bavière indépendante. Pour diviser l'Allemagne, la France a financé le NSDAP, mais nous y reviendrons certainement dans un hors-série sur qui a financé le NSDAP. Pour en revenir à la déclaration de Göring, il dit que Röhm est mort, alors que Röhm n'a pas encore été abattu. On pourra dire que Göring a pris les devants. Pendant ce temps, du côté de Munich, Röhm est enfermé à Dachau et il est mis à l'isolement. Le Gauleiter Wagner essaye de faire avouer Röhm et Röhm lui dit « Si j'ai quelque chose à avouer, ce ne sera qu'au Führer. Je n'ai pas préparé de putsch, je veux parler à Adolphe. Il a été trompé par mes ennemis, j'exige qu'il m'entende. Je veux voir également Goebbels et lui cracher au visage à ce sale traite. » Là aussi, entre guillemets, c'est possible que Röhm ne soit pas au courant d'un futur putsch, parce que il avait annoncé que lors de cette réunion où il aurait vu Hitler,
il aurait mis la pression à Hitler, mais que si Hitler aurait refusé, il aurait démissionné et il serait reparti en Bolivie. Possible que DSA profite du mécontentement de Röhm pour justement prévoir une révolte contre le gouvernement, en sachant que pour les SA, dans leur révolte, ils seraient capables de laisser Hitler au pouvoir, ou du moins vice-chancelier. Comme ça, Hitler fait toujours partie du paysage politique parce que les gens commencent à apprécier Hitler. Si Hitler ferait des histoires, il serait écarté de la vie politique, et si vraiment il fait trop d'histoires, il pourrait être abattu. Donc ça, c'est le plan SA en fonction des écoutes téléphoniques enregistrées par les services de renseignement allemands. Possible que Röhm ait été manipulé pour faire croire qu'il faisait partie de ce mouvement alors que lui-même envisageait de lâcher Hitler et de repartir en Bolivie. Et le fait que Röhm également veut voir Goebbels pour lui cracher au visage, c'est parce que il s'est longuement entretenu avec Goebbels avant ces événements, et Goebbels était un peu le fusible entre Hitler et Röhm, et il semblerait, encore une fois, ce n'est pas sûr, que ce soit Hitler en personne qui ait envoyé Goebbels dans les pattes de Röhm pour voir un peu son état de pensée. Mais possible que Goebbels ait pris cette responsabilité tout seul, ou il était envoyé par un autre dirigeant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conversations plutôt secrètes entre Röhm et Goebbels, en sachant que Goebbels apprécie Röhm, et étrangement, Röhm apprécie Goebbels. Je dis étrangement parce que beaucoup de dignitaires nazis n'apprécient pas Goebbels. Donc revenons à nos événements. Vers 17h, Sepp Dietrich se rend à Stadelheim pour exécuter 6 personnes. Les 6 personnes sont condamnées à mort par Hitler lui-même. Il a reçu une liste de noms et il a fait une petite croix à côté des noms des personnes à exécuter. Pour information, dans les 6 personnes, il y a Hein, donc ce personnage déjà cité plusieurs fois, bien qu'il ait une tête sympathique, c'est une personne très dangereuse, proche de Röhm, il se sent intouchable et il est même réputé d'aller chercher des prisonniers dans les prisons de l'État pour les amener dans son propre camp de concentration. Et homosexuel comme Röhm. Il y a le comte von Spreti, l'amant de Röhm, Schmid, Heydebrecht, Hein. Donc c'est comme le premier Hein, mais cela ne s'écrit pas pareil. Et Schneideber. Les témoins diront que Sepp Dietrich sera écœuré par les exécutions et il quittera le peloton d'exécution avant la dernière salve. Puzzi confirmera également que Dietrich était écœuré. Quand Puzzi se rapprochera pour trouver Hitler, il y aura Dietrich également, il lui posera des questions et Dietrich lui dira que ce qui devait être fait a été fait et qu'il a obéi aux ordres. Et à la fin des exécutions, Dietrich rejoint Hitler. Alors, comment se déroule une exécution ? Nous avons le témoignage de plusieurs personnes arrêtées et qui n'ont pas été exécutées. Alors, cette histoire se passe au camp de Lichterfelde et les personnes sont enfermées dans une cave à charbon. Donc, le camp de Lichterfelde, c'est un camp militaire et par la suite, cela deviendra un camp de prisonniers. Les prisonniers ne sont pas démoralisés, ils attendent de voir ce qu'il se passe. Certains SA pensent qu'Hitler est victime du putsch et qu'il a été également arrêté. Puis par la suite, 4 noms sont appelés par intervalle de 15 minutes. Et les 4 hommes sont emmenés contre un mur de l'autre côté de la cour. Un SS ouvre leur chemise et trace au charbon un cercle autour de leur sein gauche. À 5 ou 6 mètres se tient 8 SS armés de fusils, puis ils reçoivent l'ordre, par ordre du Führer, Heil Hitler en joue feu. De la cave où ils sont, les témoins disent que le mur n'est pas nettoyé après chaque exécution et qu'à la fin des exécutions, le mur est couvert de sang et de morceaux d'organes humains. Alors, petite parenthèse, pour l'ordre
par ordre du Führer, Heil Hitler en joue-feu, je le trouve un peu étrange. Le Heil Hitler au milieu n'est pas à sa place. Par ordre du Führer en joue-feu, pourquoi pas, mais Heil Hitler, c'est une façon de se saluer, donc c'est juste le Heil. Hitler, c'est pour saluer Hitler, donc entre eux, les Allemands se disent Heil avec le signe de la main. Jamais entre eux, ils se disent Heil Hitler. C'est comme si, entre nous, on se disait bonjour Macron. Donc là, pour le Heil Hitler, c'est la même chose. Le Heil, c'est pour le bonjour. Hitler, c'est parce que l'on s'adresse à Hitler. Donc, le Heil Hitler n'est pas à sa place. Donc peut-être que les témoins ont voulu faire un peu de zèle, ou au moins que vraiment cela s'est dit comme ça, mais c'est étrange. En début de soirée, Hitler prend l'avion pour Berlin et il dira au général von Epp « J'ai gracié Röhm en considération des services rendus ». Pour information, après la nuit des longs couteaux, le général von Epp sera dégoûté et il voulait même quitter ses fonctions et complètement abandonner la politique et le parti nazi. Mais bon, faut croire que par la suite, il changera d'avis. Et Hitler dira également à Max Amann, donc son ancien sergent de la Première Guerre mondiale, et qui a édité Mein Kampf, à propos de Röhm, comme quoi il le laisse en vie. Hitler dira « Après tout, Röhm était autrefois à mes côtés devant le tribunal ». Donc, arrivée d'Hitler à Berlin. Gisevius, qui est sur place, nous dit « Dans l'intervalle, les radiogrammes se sont accumulés. La plupart sont déjà périmés, d'autres sont incompréhensibles. Seuls quelques-uns apportent du nouveau. Une douzaine de ces télégrammes concernent Karl Ernst. L'oiseau s'est donc envolé. Je présume que c'est le fameux numéro 2 dont on s'inquiète si rageusement, car il devrait être fusillé depuis longtemps. Brusquement, nous parvient la nouvelle que le Führer a décollé de Munich. Il y a 1 heure. Il va bientôt arriver à Tempelhof. Voilà une arrivée à ne pas manquer. Tout l'aérodrome est occupé par des SS lourdement armés. Il y a en outre plusieurs compagnies d'aviateurs. Neb est venu aussi. Il a appris dans l'intervalle que Gregor Stresser était mort, prétendument suicidé. Nous en sommes outrés, tandis que Neb et moi, un peu à l'écart, faisons les 100 pas sur l'aérodrome. Nous voyons atterrir un petit Junker, 3 SS en saute, suivis de Karl Ernst, menottes aux mains. Ils ont donc fini par l'avoir. Le gaillard semble être de très bonne humeur. Il passe en sautillant de l'avion à l'auto et sourit à la ronde, comme s'il voulait montrer qu'il ne prend pas son arrestation au sérieux. Pour information, Karl Ernst est également un proche de Röhm, vraiment très proche. Ils partagent ensemble l'appartement appelé le Nid d'amour et où ils font des orgies homosexuelles. Ernst Röhm a pris Karl Ernst sous son aile depuis très longtemps et Karl Ernst est également un personnage très dangereux. Il se croit intouchable et il se permet beaucoup de choses. D'après les renseignements des services du NSDAP, Karl Ernst était chargé d'aller chercher des armes en Suisse pour justement le futur putsch des SA. D'après des historiens, il allait partir en lune de miel pour son mariage et lorsque les SS l'ont arrêté, il a cru que c'était une blague de ses copains pour son mariage, alors que la personne est homosexuelle et il ne s'en cache pas. Enfin bon, l'un n'empêche pas l'autre. Quoi qu'il en soit, il sera fusillé. Et pour information également, Gisevius nous dit qu'il y a des compagnies d'aviateurs pour rendre les honneurs à Hitler. Il faut savoir que l'aviation allemande n'existe plus depuis le traité de Versailles et que les aviateurs allemands de l'époque avaient les uniformes de l'armée de terre parce qu'ils étaient sous commandement de l'armée de terre. En sachant que, bien que depuis le traité de Versailles il n'existe plus, l'Allemagne a quand même des pilotes qui s'entraînent en Union soviétique. Donc là, Hitler et Göring décident de remettre d'actualité une armée de l'air et Göring en serait le chef. Donc l'armée de l'air dépendrait que d'elle-même et non pas de l'armée de terre. Pour cela,
Göring leur fera faire un uniforme à part et c'est ce jour-là que Göring décide de présenter les nouveaux uniformes de la Luftwaffe. C'est étrange parce que c'est un drôle de moment pour présenter une nouvelle chose à Hitler alors qu'il doit faire exécuter des copains. C'est à ce moment-là également que les pilotes allemands vont commencer à s'entraîner en Allemagne sur des avions civils. Il faut dire que pour aller en Union soviétique, il y a de la route, les places sont limitées, alors qu'en Allemagne, ils peuvent entraîner un plus grand nombre de pilotes. Les pilotes s'entraîneront à la coordination au sol avec les troupes, ainsi qu'avec des chars construits en carton-pâte. Et tout cela sur des avions civils. C'est Bruno Loers, ami de Göring et ancien pilote de la Première Guerre mondiale, qui a le commandement de l'Union sportive de l'air allemande et du club aérien allemand. Et ils se serviront de ces clubs et associations sportives pour s'entraîner au pilotage et les pilotes recevront une instruction à l'école allemande du trafic aérien civil. Donc c'était une petite parenthèse pour expliquer pourquoi il y avait des personnes en uniforme de la Luftwaffe sur l'aérodrome à ce moment-là. Pour en revenir à l'histoire de Gisevius qui attend Hitler, enfin l'avion de Munich est annoncé. Nous le voyons paraître, tout le monde est ému, la tête agitée de 1000 questions au sujet de l'homme dans l'avion. L'avion s'arrête, nous retenons notre souffle. Que va-t-il se passer? Comment va-t-il arriver? Des commandements retentissent. La compagnie d'honneur représente les armes. Göring, Himmler, Körner, Frick, Dalueg et une vingtaine d'officiers de police s'avancent vers l'avion. Voici que la porte s'ouvre et Adolf Hitler descend en premier. Tout est sombre sur sa personne. Chemise brune, cravate noire, manteau de cuir brun foncé, hautes bottes d'ordonnance noire. Il est tête nue, le visage blanc comme un linge, mal rasé, les traits à la fois creusés et bouffis, les yeux éteints, au regard fixe, mal dissimulé, sous des mèches pendantes. On se salue dans les formes. Hitler tend la main en silence à ceux qui l'entourent. Neb et moi qui observons la scène, à quelque distance, ne percevons dans le silence de mort que des claquements de talons. Pendant ce temps, les derniers passagers descendent de l'avion. Bruckner, Schaub, Sepp Dietrich et les autres. Ils paraissent graves, en tout cas accablés. Pour finir, une figure diabolique et grimaçante fait son apparition. C'est Goebbels. Lentement, cérémonieusement, Hitler passe en revue la compagnie d'honneur. Il avance péniblement, à pas lourd, de flaque en flaque. On a l'impression qu'il va s'y enfoncer d'un moment à l'autre. Pour information, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, mais la démarche naturelle de Hitler, c'est un peu une démarche de flemmard. Comme dit, il marche péniblement, à pas lourd, et c'est sa démarche naturelle. Mais quand il est en présence de personnes, il prend une démarche militaire, comme il a appris à l'armée, et il marche comme un militaire. Là, il est en mode blasé par les événements, et sa démarche naturelle reprend le dessus. Alors je reviens sur Gisevius qui est sur le tarmac. Il dit, en se dirigeant vers la file des voitures éloignées de quelques centaines de mètres, Hitler s'arrête avec Göring et Himmler. Il leur demande un rapport, bien qu'il soit certainement resté toute la journée en contact avec eux par téléphone. Alors, Himmler tire de sa manche une longue liste chiffonnée. Hitler la lit, tandis que les deux hommes ne cessent de lui parler à l'oreille. On voit Hitler suivre sa lecture du doigt, s'arrêter de temps à autre un peu plus longuement sur un nom. Les chuchotements deviennent alors plus animés. Soudain, il rejette la tête en arrière, d'un geste si profond d'émotion, pour ne pas dire de révolte, que tous les assistants le remarquent. Neb et moi échangeons un regard appuyé. Nous avons eu la même pensée. Ils ont dû l'informer du suicide de Stresser. Pour information, il est possible qu'à ce moment-là, Stresser ne soit pas encore abattu. Il y a plusieurs sons de cloche sur la mort de Stresser et sur son heure de mort.
Pour cela, je vous invite au hors-série de Gregor Strasser. Donc je reprends. Finalement, le cortège se remet en route. Hitler, Göring et Himmler marchent en tête. L'allure d'Hitler est toujours traînante. Le reste du cortège suit à distance respectueuse dans le plus profond silence. Le blasphème atteint son point culminant lorsque, du haut d'un hangar d'aviation, un cri part d'un groupe d'ouvriers. Bravo Hitler! Les ouvriers ne disent pas bravo Hitler parce qu'il a fait arrêter des SA, etc. Ces ouvriers sont sur leur hangar et ne savent pas ce qui se passe. Et ils applaudissent et ils disent bravo Hitler, ils font des hurrahs parce qu'ils sont contents de voir le chancelier qui leur donne du travail et qui change l'Allemagne. Donc, sans le vouloir, les ouvriers transforment une scène dramatique en une scène drôle. Pour en revenir à Hitler, il monte dans les véhicules et il se rend à la chancellerie. D'après certaines informations, dans la nuit, il y aura encore des exécutions et des phares des véhicules. Le lendemain, le 1er juillet, il y aura encore quelques exécutions et Ernst Röhm est encore vivant. Les journalistes ont fait leur travail, l'information est connue de tous, comme quoi un putsch organisé par Röhm a été maté. Précision importante parce que le journal sera donné à Röhm pour qu'il puisse constater ce que disent les journaux. Donc la population est contente parce que les SA abusaient de leur pouvoir et que les arrestations des SA s'est fait dans la tranquillité. Il n'y a pas eu, comme pour les autres putschs en Allemagne, des fusillades dans les rues ou une armée importante qui investit des lieux, etc. Donc la population est plutôt contente et la cote de Hitler va monter parce que les gens se disent que Hitler, pour préserver le peuple, n'a pas hésité à arrêter et fusiller ses proches collaborateurs. Et Hindenburg et le ministre de la guerre Blumberg féliciteront Hitler et Göring pour leur action contre la SA. Durant cette journée du 1er juillet, un repas est organisé à la chancellerie avec toutes des grosses têtes. Le repas a été organisé depuis un certain temps. Ce n'est pas une fête pour l'assassinat des SA. Pour information, Hitler n'aime pas ce genre d'événement. Il n'aime pas manger ou être dans des soirées avec des gros riches. Et dès qu'il le peut, il quitte ce genre d'endroit. Il reste un petit peu pour faire acte de présence. Et dès qu'il peut, il trouve un prétexte et il quitte ce genre d'assemblée. Les témoins présents à la chancellerie diront qu'Hitler était constamment en train de parler avec Göring et Himmler. Et le sujet de conversation devait certainement être Röhm. Le ministre de l'Agriculture, Walter Darré, dit que vers 14h, Hitler cède et donne les ordres pour l'exécution de Röhm en lui offrant une chance de se suicider. Röhm refusera de se suicider et il sera abattu. Là aussi, je vous invite à voir le hors-série sur Ernst Röhm, il y a un peu plus de détails sur sa mort. Certains disent qu'il est encore vivant et qu'il est parti en Afrique où il est devenu instructeur militaire. Cette histoire, qui semble tirée par les cheveux, ne l'est peut-être pas parce que Gerhard Rosbach, dont un hors-série est également fait sur ce personnage, a été invité à se suicider également lors de la nuit des longs couteaux. Mais il aura le choix entre se suicider ou disparaître dans la nature. Et c'est ce qu'il choisira. Il choisira de disparaître dans la nature, mais il restera en Allemagne et il travaillera pour une société d'assurance. Et justement, après la guerre, il se manifestera, on dira en gros « Regardez-moi, je suis encore vivant ». Et c'est pour cela que des gens s'imaginent que Ernst Röhm aurait pu avoir le même choix, soit se suicider, soit disparaître. Il n'aurait pas pu partir en Amérique du Sud parce qu'il est connu, il y a beaucoup d'Allemands en Amérique du Sud, donc il aurait choisi l'Afrique pour devenir instructeur militaire. Et c'est vrai, j'ai vu une photo il y a longtemps d'un Ernst Röhm en Afrique, mais est-ce que c'est une photo truquée? Est-ce que c'est une personne qui lui ressemble? Ça, nous le saurons certainement jamais. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une possibilité qu'il n'ait pas été exécuté. Alors, le bilan de cette journée, les gouvernements allemands annoncent une 60aine de morts. 50 officiers SA et 10 civils.
Ces chiffres annoncent un premier bilan. Ensuite, le gouvernement allemand lancera de nouveaux chiffres qui seront autour de 77 à 84 victimes, mais toujours avec une cinquantaine de SA. Donc les SA, ils en sont sûrs, c'est plus les civils où les chiffres changent. Et dans le bilan, il ne faut pas oublier les prisonniers, parce que beaucoup de personnes ont été arrêtées, tous n'ont pas été exécutés, et certains ont fini en camp de concentration. Mais comme dit, beaucoup de personnes rentrées en camp de concentration finissent par sortir, mais le problème c'est que nous n'avons pas de chiffres. Certains avancent le chiffre de 700 personnes, mais nous n'avons rien d'officiel. Mais ce qui est sûr, c'est que des personnes finiront en camp de concentration. Les autres, les ennemis du NSDAP, parleront de 500 à 600 morts. Et ce chiffre restera dans la mémoire des gens d'après-guerre. Dans les années 80-90, le chiffre est descendu à 400 morts. En 2000, quelqu'un remet son nez dans les archives et dit qu'il y avait moins de 200 victimes. Le chiffre tourne entre 120 et 160 personnes. Et en 2010-2012, d'autres historiens balancent l'information que les victimes tournent aux alentours de 90 personnes. Tout du moins de 100 personnes. Donc nous approchons des 60-70 personnes annoncées par le NSDAP. Et je rappelle que les SA étaient quasiment 3 millions d'hommes. Donc nous ne pouvons pas parler de tuerie de masse des SS contre les SA, parce que même 100 personnes sur 3 millions d'hommes, cela ne fait pas un gros pourcentage. C'est vraiment les têtes pensantes qui ont été abattues. Après, c'est vrai qu'il y a eu des exécutions par vengeance, comme Otto Ballerstedt, qui lui, si vous vous souvenez bien, c'était un orateur qui était quasiment au niveau de Hitler, et que Hitler et d'autres personnes avec lui avaient lynché lors d'un meeting. Ce Otto Ballerstedt avait porté plainte et Hitler avait fait de la prison été 1922. Donc ce monsieur aussi sera tué lors de la nuit des longs couteaux. Il aura reçu une balle dans la nuque et retrouvé dans un bois près de Dachau. Il y a le père Stempfle qui lui sera sympathisant nazi et après retournera sa veste et accusera Hitler d'avoir des relations incestueuses avec Gély Raubal, sa nièce. Ce monsieur sera tué lors de la nuit des longs couteaux, abattu devant chez lui. Certains diront que c'est Émile Maurice en personne qui l'aura abattu, et Émile Maurice dira toujours que ce n'est pas lui. Il y a également Gregor Stresser, par vengeance, mais certainement pas d'Hitler, parce que la veuve de Gregor Stresser dira que Hitler voulait que Gregor Stresser rejoigne son ministère, et Gregor Stresser dira à Hitler qu'il rejoindra le ministère que si Göring et Goebbels quitteraient le ministère. Il faut croire que une grosse tête du parti ne voulait pas que Gregor Stresser revienne au sein du parti. Et Hitler lui-même pensera vraiment que Gregor Stresser faisait partie du complot et s'est suicidé, parce que vers 1936, une personne parlera de l'assassinat de Gregor Stresser et il verra que la tête d'Hitler se décomposera. Comme quoi il était abasourdi par cette nouvelle d'assassinat et non de suicide. Il y aura également Gustav von Kahr, qui était ministre en Bavière en 1923 et qui aura les pleins pouvoirs et qui sera avec le NSDAP pour faire le putsch et à la dernière minute se retournera contre Hitler et les putschistes. Là, certainement que la vengeance vient de Göring. Hitler est passé à autre chose, mais Göring a été blessé lors du putsch et il y aura une blessure qui le fera souffrir et il deviendra morphinomane. Et il prendra énormément de poids. Cela pourrait être un motif de vengeance. Et ce monsieur sera tué à coups de hache et son corps sera découvert coupé en morceaux dans un marais près de Dachau. Après également, il y aura ceux qui sont abattus parce que opposants politiques ou qui dérangent le parti, comme Fritz
Gerlich, directeur du journal catholique, il est battu à mort. Donc c'est une personne dans son journal qui n'arrêtait pas de critiquer Hitler et dire que Hitler c'était un danger pour l'Allemagne. Il y a également Erich Klausener, qui est fonctionnaire au ministère des Transports, catholique, et qui critique beaucoup le gouvernement lors de rassemblements. Et il est abattu chez lui, semblerait-il, sur ordre de Heydrich. Il y a également Edgar Julius Jung, qui a écrit le discours de Marbourg, lu par von Papen, et qui est assez virulent contre l'État, et qui sera également abattu. Ensuite, il y a également la catégorie des témoins encombrants. Là, il y a le propriétaire, le sommelier et le maître d'hôtel de la brasserie où Röhm et Goebbels se rencontraient. Et ces personnes seront également abattues lors de la nuit des longs couteaux. Et ensuite, il y a les erreurs. Il y a la femme de l'ancien chancelier Schleicher, qui a été tué pendant l'intervention. Il y a le critique musical Wilhelm Schmid, homonyme de Ludwig Schmid, ancien partisan d'Otto Stresser. Donc là, les SS se sont trompés, ils l'ont arrêté et l'ont tué. Il y a une gouvernante du nom d'Ernestine Zoreff, dont son mari était suspecté d'espionnage pour l'Union soviétique, et sa femme, semblerait-il, était complice, et a été abattue devant le camp de Dachau. Et également Jeannette Zweig, une Allemande, mariée à Alexander Zweig, un journaliste juif, qui lui-même a été abattu. Là encore, une exécution mystérieuse qui n'a rien à voir avec le complot des SA. Donc là, j'ai cité dans les erreurs les 3 femmes mortes pendant la nuit des longs couteaux. Et il y aura également 3 agents de la Gestapo. Donc ces agents étaient infiltrés au sein de la SA pour les espionner, mais malheureusement, personne n'a réussi à les identifier à temps et ils ont été exécutés. Conclusion de cet événement, Hitler n'a pas eu le choix d'intervenir. Si ce n'était pas lui, c'était l'armée. Et le NSDAP était fini. Les SA envisageaient bien un putsch, sauf que la date n'était pas encore prévue. Là, le seul mensonge que l'on pourrait mettre sur le dos de Göring et d'Himmler, c'est d'avoir accéléré la date du putsch SA. Les SA n'avaient même pas convenu de date, ils essayaient encore de mettre la pression sur Hitler et ils n'avaient pas encore toutes les armes lourdes prévues pour un putsch. L'armée serait intervenue bien avant parce que les SA outrepassaient les règles de l'État en attaquant des diplomates étrangers. Pour information, après cette journée, pendant quasiment 2 mois, Hitler sera blasé, les gens le verront toujours blanc avec des cernes complètement ramolli, et à partir de cette date, il fera des insomnies. Bien que Hitler a déjà un sommeil assez spécial, il est dit qu'à partir de cette date-là, il ne fera que des insomnies, et il fera les 100 pas dans sa chambre sans savoir dormir. Nous pouvons voir que cette action l'a touché. Et il pensera certainement souvent à son vieil ami Ernst Röhm, parce qu'il avait raison dans ce qu'il voulait faire, réformer l'armée, parce que, nous le verrons dans la chronologie d'Hitler, beaucoup d'officiers allemands et des officiers vraiment haut gradés seront contre Hitler dès 1938, donc bien avant la Deuxième Guerre mondiale, et ils mettront des bâtons dans les roues dans les actions d'Hitler. Nous pouvons même dire que c'est limite grâce à eux que la guerre a été gagnée. Parce que beaucoup de personnes disent que c'est grâce aux Russes, d'autres personnes disent que c'est les Américains, d'autres encore disent que c'est grâce aux résistants, parce que sans résistants, il n'y aurait pas eu de débarquement, etc. Mais personne ne parle des officiers allemands qui étaient contre Hitler. Et c'est donc à eux que j'attribue la première place sur le podium des raisons de la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Parce que Hitler ne se rendra compte de rien, il aura des soupçons,
il constatera que les stratégies sont malmenées, qu'il y a vraiment des grosses erreurs. Lui-même dira qu'il n'a pas fait d'école d'officier et il est meilleur général que certains généraux. C'est parce que justement les généraux en question font exprès de lui mettre des bâtons dans les roues et de provoquer certaines défaites ou certains retardements logistiques, sans parler des informations biaisées de ce qui se passe sur le front, etc. Et c'est pour cela que nous verrons par la suite, il prendra en charge la stratégie et le commandement de l'armée parce que il verra qu'il y a un gros problème. Et il s'en rendra compte lors de l'attentat du 20 juillet 1944 où il verra l'ampleur des ennemis de l'intérieur. Et pour finir, ce que Hitler dira de la nuit des longs couteaux: je n'avais pas le choix pour être fidèle à mon serment et garder la confiance de mon peuple, dont je suis responsable. Je n'avais qu'une chose à faire: supprimer les traîtres, les empêcher de nuire et sauver ainsi le peuple allemand des horreurs d'une guerre civile, qui aurait transformé en chaos non seulement l'Allemagne, mais encore l'Europe entière, du fait de notre position géographique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.